Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va revenir sur Koh Lanta et le totem maudit avec l'épisode 13. Du coup il y avait des rumeurs comme quoi l'épisode serait coupé en deux. Du coup hier soir j'ai pas pu regarder parce que on devait préparer un jeu avec des potes pour se créer un petit groupe pour jouer à un jeu en ligne et tout. Du coup on était dessus puis c'était tellement bien qu'au final je suis resté jusqu'à minuit et du coup j'ai pas regardé l'épisode et j'avais quand même vu des rumeurs comme quoi l'épisode serait coupé en deux et tout. Et effectivement ce matin quand j'ai regardé l'épisode, mon dieu quelle horreur de voir qu'effectivement l'épisode était bien coupé en deux. Et honnêtement j'ai vu le petit post que Maxime il a fait sur YouTube là. Des fois tu peux poster des trucs, alors faut avoir un certain nombre d'abonnés. Enfin non, je peux poster des trucs comme ça, sauf que je peux pas mettre de photos. Enfin je sais pas pourquoi ça m'arrive. Je pense que comme pas mal de trucs sur pas mal de réseaux sociaux, tant que t'as pas un certain nombre d'abonnés, certaines fonctions te sont pas accessibles. Voilà, par exemple je sais qu'il faut un certain nombre d'abonnés et tout pour pouvoir identifier quelqu'un sur YouTube au niveau des titres de mémoire. Pareil sur Instagram, faut avoir un certain nombre d'abonnés ou je sais pas quoi pour pouvoir faire telle fonction. Enfin bref, c'est toujours pousser les gens à vouloir avoir un maximum d'abonnés et tout. Enfin c'est très chiant. Je déteste cette mentalité là honnêtement quoi. Mais bref, du coup, comme disait Maxime dans ce petit encadré, ce qui est très con, c'est qu'on est sur une très bonne saison, honnêtement. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, tout est encore un petit peu avant, mais je trouve que moi, cette saison-là, c'est la saison dans laquelle je prends le plus de plaisir depuis 2018. On est quand même en 2022, ça fait quand même... on va dire 3 ans, parce que la saison 2018 c'était vraiment une saison que j'avais beaucoup aimée, donc celle de 2019, depuis 2019, donc depuis 3 ans, quasiment, je ne prenais plus aucun plaisir. Enfin, c'est pas que je prenais plus aucun plaisir, mais où je trouvais que c'était beaucoup moins bon, le plaisir était moins présent et tout, que durant cette saison-là. On avait... Je pense que 2017-2018, pour moi, c'était des très très bonnes saisons, et puis d'un coup, on est tombé un petit peu sur un creux moyen, et puis là, on remonte un peu avec le totem maudit, que moi j'aime beaucoup. Et comme il disait, cet épisode coupé en deux, et le fait qu'il le fasse à plusieurs reprises, ben ça aide pas à ce que les gens kiffent réellement cette saison. Parce que forcément les gens ils vont s'arrêter épisode par épisode, et effectivement les épisodes coupés détruisent carrément Koh Lanta, dans le sens où, j'en parle souvent avec des potes, mais pour moi Koh Lanta ça a une structure. On a toujours la même structure quand on regarde un épisode de Koh Lanta, et pour moi cette structure ne devrait pas bouger, on ne devrait pas la modifier quoi, ça gâche tout. On a le cas avec la réunification où on est là en train de dire épisode de réunification coupé en deux, alors qu'effectivement quand on regarde la première partie il n'y a rien de réunification, les gens ne se sont pas rassemblés, on ne sait pas le résultat des ambassadeurs. C'est n'importe quoi, enfin bref, la finale coupée en deux, pareil, c'est n'importe quoi. L'orientation, c'est sûrement une des meilleures épreuves de Koh Lanta, mais le reste, les poteaux, tu te fais chier. La finale à Paris, tu te fais chier parce qu'on te fait un recap de tout ce que tu viens déjà de voir depuis quelques semaines. T'as l'impression qu'on te prend pour un débile à tout réexpliquer. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Pour moi, ça détruit totalement Koh Lanta. Surtout qu'on va me dire, oui, mais avant, le truc à Paris, on avait déjà les recaps. Oui, sauf que à l'époque où on avait orientation, poteau, conseil final et Paris, forcément les recaps à Paris étaient beaucoup plus courts parce que ça se terminait quand même à l'heure habituelle plus ou moins. Mais du coup les poteaux également étaient un peu plus courts, et bon bah, l'orientation, même si c'est ultra kiffant, était un peu plus court. Sauf que maintenant l'orientation est plus long, ce qui est quand même très cool parce que j'adore l'orientation, mais du coup ça va aussi allonger les poteaux et le truc à Paris, ce qui est du coup là hyper indigeste. Mais je pense qu'un coup je ferai une vidéo sur la structure des épisodes de Koh Lanta une fois que la saison sera terminée. Ça pourrait être une vidéo sympa à faire en attendant la saison qui suivra dans quelques mois. Mais globalement voilà quoi, j'ai du mal avec les épisodes coupés en deux, et pourtant là on partait sur un début d'épisode, enfin cette partie d'épisode est vraiment géniale, hein. Vraiment elle est très très bien, mais le fait que ça coupe, c'est horrible parce que la semaine prochaine on va se faire chier.
Alors peut-être pas tout l'épisode, mais honnêtement on va beaucoup se faire chier, ça va beaucoup travailler la stratégie, j'adore la stratégie, mais ça va quasiment tourner que autour de ça. Il y aura l'épreuve d'immunité, le conseil, et du coup ils vont à mon avis faire plein de remplissage, et à mon avis ça va être quand même un épisode assez horrible la semaine prochaine, je pense, parce que globalement on a déjà eu 2 épreuves là, donc la semaine prochaine c'est sûr qu'on n'en aura qu'une. Et du coup ça casse le rythme d'un épisode de Koh-Lanta classique. Bref. Du coup, on va revenir à cet épisode. Désolé de la petite partie avant, mais voilà, ça me saoule tellement les épisodes coupés en 2 que voilà, je pouvais pas ne pas en parler. Du coup, l'épisode va commencer avec l'arrivée de Luana et Maxime au jury final. Du coup, ils discutent un petit peu. Luana va balancer le truc des ex-verts, que voilà, maintenant on vote en ex-verts, les ex-euros n'existent quasiment plus, que de toute façon, même elle, globalement, elle a été trahie. Et voilà, ce qui va beaucoup peiner Pauline, qui va même pleurer et tout. J'ai trouvé ça un peu dérangeant. J'ai toujours du mal avec les gens qui pleurent. Voilà, c'est toujours des gens devant qui je ne sais pas comment réagir. Donc voilà. Et du coup, Pauline va être très touchée par ça. Et en même temps, voilà, on va encore appuyer un peu plus au jury final que vraiment depuis le début de la réunification, Nicolas est bel et bien le gars qui raconte absolument toutes les stratégies entières aux ex-rouges. Et du coup, ce qui fait que c'est comment dire, c'est encore mieux du coup de se dire faut garder Nicolas parce que bah là tous les ex-jaunes vont lui tomber dessus. Et du coup ne voteront pas pour lui plutôt au conseil final s'il est en finale. Donc c'est plutôt quelqu'un qu'il faut garder sous la poche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui sont là oui mais qu'est-ce qu'il fait encore là, il trahit les jaunes, nanana. Mais au contraire, maintenant que les jaunes ils sont au courant, ils vont pas voter pour lui, donc c'est clairement le gars que tu dois avoir dans ta poche. C'est comme ça que ça fonctionne. Le meilleur moyen de gagner Koh-Lanta, c'est d'être avec quelqu'un qui est mal aimé. Et là tu fais une finale, tu prends Nicolas avec toi, t'es quasiment sûr d'avoir gagné. Surtout si t'es François, si t'es Bastien, même Olga, Ambre, enfin ils ont quasiment tous plus de chances de gagner Koh-Lanta s'ils ont Nicolas à leur côté. Hein. Parce que Ambre, à la limite, il y a Luana qui lui en veut, mais c'est tout. Il n'y a que Luana qui en veut à Ambre, donc même à ce moment-là, Luana sera la seule qui voterait Nicolas, en plus parce que c'est le seul ex-vert qui n'a pas voté contre elle, et puis après tous les autres ils voteraient Ambre parce qu'ils ne voudraient pas de Nicolas pour les avoir trahis. Donc globalement, peu importe qui est en finale, avoir Nicolas avec soi, c'est quasiment une garantie de gagner. Donc voilà, faut pas oublier que Koh-Lanta c'est de la stratégie, c'est de la survie sur le long terme. Tu dois peut-être survivre aux éléments, mais tu dois aussi survivre aux gens. Et du coup, moi je ferais exactement pareil. Si j'étais à la place de François, tout ça, je garderais quelqu'un de mal aimé à mes côtés. C'est comme ça que Clémence, elle a gagné en 2005. Clémence, parce qu'il y en a souvent qui disent oui, machin, Koh-Lanta c'était mieux avant et tout, mais non, en 2005, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Les jeunes, ils ont gardé un gars qui n'était pas du tout aimé, qui a fini sur les poteaux et tout. Et après, Clémence, quand elle a gagné les poteaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, est-ce que je prends Mohamed, qui est très populaire, et c'est quasiment sûr que c'est lui qui gagne si on y va ensemble, ou est-ce que je prends le mec que tout le monde déteste parce qu'il a trahi tous les vieux? Autant prendre le mec que tout le monde déteste, comme ça je suis sûr de gagner. C'est comme ça que ça fonctionne, Koh-Lanta, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il n'y a que dans les All-Stars où ils veulent se donner des grandes images en mode oui, on la joue sportif, machin, mais bon, tous, quasiment dès le début, ils savent déjà plus ou moins avec qui ils vont aller et tout, quoi. Mais bon. Par la suite, on revient sur le camp au niveau de Ambre. Ambre qui va dire que malgré son choix, elle s'en veut quand même énormément d'avoir voté Luana, parce qu'elle lui dit, je lui ai promis de ne pas voter contre elle, et du coup j'ai quand même dû le faire et tout. Voilà, et elle s'en veut forcément d'avoir menti à Luana, et elle l'assume même devant la caméra. Alors, il y en a qui pourraient dire qu'au conseil, elle l'a pas assumé, même si techniquement en levant la main c'est qu'elle l'assume. Après, il faut pas oublier que les conseils, je crois que c'est Laurent de Koh-Lanta des 4 Terres qui a une chaîne YouTube. J'ai pas regardé les vidéos qu'il a fait sur cette saison-là, mais comme il expliquait sur sa saison, les conseils sont beaucoup plus longs que ce qu'on voit à l'écran.
Voilà. Donc c'est possible qu'il y ait eu des paroles et tout qui étaient dites, et puis voilà, la production n'a pas forcément jugé bonne de laisser certaines discussions. Voilà. Mais du coup, dans tous les cas, Ambre a plus ou moins assumé, parce que je vois bien les gens qui l'aiment pas sur les réseaux sociaux dire le contraire, mais elle a bien assumé, elle a levé la main pour bien montrer qu'elle a voté contre Loana. Ensuite, devant la caméra après, elle le dit encore qu'elle s'en veut d'avoir menti et d'avoir voté contre Loana alors qu'elle avait fait des promesses à Loana. Donc voilà. Et ce qui est assez sympa, c'est que à contrario, on a Géraldine qui, elle, au contraire, est très reconnaissante envers Ambre, François, Nicolas, tout ça, pour l'avoir gardé parmi eux, par souci d'affinité plus que de couleur. Voilà. Donc ensuite on va avoir une épreuve, donc on a le confort qui est l'apnée sous la grille. Sauf que contrairement à avant où on attendait que l'eau monte, depuis quelques saisons c'est le contraire, c'est la grille qui enfonce les candidats petit à petit sous l'eau. Qui est tout aussi sympa. Et quand on voit que là, ils ont duré quasiment 1 heure, à peu près 1 heure, tu te dis que finalement dans les autres saisons où cette épreuve dure moins longtemps, c'est que les gens ils sont juste moins bons pour les épreuves d'apnée. Voilà. Du coup, le confort, ceux qui gagnent une rencontre avec des tortues pendant la période de ponte et tout ça. Ils vont avoir de la bouffe, une nuit dans une sorte de petite baraque et tout avec un bon matelas, parce que c'est ce que j'ai bien retenu de Bastien à son réveil, qui a dit un truc genre c'est le meilleur matelas depuis le début de l'aventure, un truc comme ça. En même temps le mec il dort par terre depuis le début, donc tu m'étonnes que ça a dû lui faire du bien. Et après petit déjeuner, tout ça, donc vraiment un très très beau confort. Cette année les conforts ils sont vraiment excellents. Et il y a le totem maudit, mais à ce moment-là, Denis n'explique pas réellement ce qu'est le totem maudit. Enfin, la malédiction. Du coup, on notera que Olga est sortie la première de sous l'eau. J'ai même été étonné qu'elle se soit pas plus battue que ça. Dès que l'eau l'a recouverte, hop là, elle est partie. Et après, je sais qu'il y a des gens il y en a plein même qui ont peur soit des vagues ou qui ont peur d'avoir de l'eau sur le visage, surtout comme ça qui te recoupe le visage. Je veux dire, quand tu prends ta douche en soi c'est pas dérangeant, mais de l'eau comme ça peut être un peu plus effrayant pour certaines personnes. Donc je sais pas pourquoi, après peut-être que le montage aide pas, mais on n'avait pas l'impression que Olga se soit tant battue que ça. C'était un peu dommage quoi, parce que moi j'adore Olga et j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps quoi. Et du coup, comme elle est la première à quitter l'épreuve, du coup, elle va subir le totem maudit. Ensuite, on a Nicolas qui finit l'épreuve, qui sort en deuxième. Ensuite, Jean-Charles. Ensuite, on a Fouzi qui sort quasiment de l'eau en même temps que Jean-Charles. Ensuite, on a François qui va sortir. Puis Géraldine. Et après cela, on a une finale Ambre contre Bastien, donc les anciens coéquipiers des binômes, des binômes, se retrouvent du coup en face à face. Alors j'avoue que j'étais plus team Ambre, forcément, comme c'est ma préférée de l'aventure. Et bien sûr c'est... comme je dis, je porte souvent malheur aux gens que j'aime bien, donc c'est Bastien qui a gagné. Enfin, bien sûr, Bastien, je le déteste pas, je l'aime bien, c'est juste que il est juste bon en sport et gentil, quoi. Donc pour moi, c'est pas non plus l'aventurier foufou, quoi. Mais il reste quand même. Qu'est-ce que je voulais dire, il reste quand même un très bon aventurier. Donc comme je disais, ils ont duré quasiment 1 heure. Bastien forcément il gagne, et surtout c'est enfin sa première victoire individuelle, puisque la dernière fois c'était en binôme, et je crois qu'il y avait aussi le truc quand ils étaient à 4 qu'ils avaient perdu également. Enfin non, qu'ils avaient gagné, je sais pas pourquoi je pense à perdu, mais vraiment elle a gagné tout seul de lui-même, c'est la première fois depuis la partie en individuel.
Et comme ce sont les deux premiers qui profitent du confort, bah, du coup Ambre profite du confort avec lui. Mais l'avantage d'être le premier, parce que c'est vrai qu'on peut se dire si les deux premiers ils vont au confort, il y a quel intérêt d'être premier, deuxième voilà, autant laisser celui qu'on veut gagner. Et ben en fait, celui qui finissait premier reçoit une amulette d'immunité. Du coup, Bastien, en finissant premier, est immunisé au prochain conseil. Donc, il est immunisé au prochain conseil, il va se taper un confort excellent. Enfin, le gars, c'est vraiment super pour lui ces 3 jours-là. Enfin, sauf pour les quelques secondes qui vont suivre. Ouais. Parce que Denis va enfin avouer ce qu'est la malédiction du totem maudit, et c'est le fait que Olga va devoir participer le lendemain de cette épreuve-là à une épreuve éliminatoire. Et que si elle gagne, elle reste dans le jeu, si elle perd, elle repart chez elle sans revenir sur le camp. Voilà. Et il rajoute qu'elle ne sera pas toute seule. Effectivement, tu ne vas pas faire des épreuves éliminatoires tout seul, ça n'aurait aucun sens. On n'est pas à Fort Boyard où des gens sont là pour essayer de te contrecarrer ou quoi que ce soit. Il va nous dire, Denis, que du coup, la personne qui finit premier et la personne qui finit deuxième vont choisir chacun un aventurier qui ira également à cette fameuse épreuve éliminatoire. Pour ça que je dis que pour les 3 jours, pour Bastien c'était excellent, immunisé, gros confort, mais ça n'empêche qu'il doit désigner quelqu'un qui a une chance sur 3 de voir la fin de son aventure, ce qui est assez horrible. Alors oui, donc là, Bastien, que l'a fini premier, c'est le premier à devoir donner un nom, et Bastien va choisir le nom de Fouzi, parce qu'il va dire voilà, Fouzi, il va dire, ça c'est un truc qui m'énerve un peu chez les gens à Koh-Lanta, c'est surtout un truc de gentil, c'est je vous aime tous, mais j'ai pas le choix, donc voilà. Surtout qu'en plus là il dit je choisis Fouzi parce que bah voilà, finalement on se connaît quasiment pas et tout, donc quand tu peux dire que t'aimes bien quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu ne communiques pas, quoi que ce soit, enfin, toujours du mal avec cette façon de parler à Koh-Lanta, mais voilà, il va dire voilà, la personne que je connais le moins, avec qui j'ai le moins d'affinité, bah c'est Fouzi, donc je choisis Fouzi. Voilà. Ambre, elle va choisir Jean-Charles. Et pareil, elle va trouver des excuses. On sent qu'elle a du mal à s'exprimer sur pourquoi elle le choisit, machin. Parce qu'elle va dire oui, mais il est toujours dans les dernières places et tout. Et en même temps, elle va dire oui, mais il s'est déjà plaint. Alors ça, elle va le dire plus tard à Géraldine. Mais quand il disait oui plusieurs fois, il se sentait pas hyper confiant parce qu'il était tout le temps dernier ou des choses comme ça. Et du coup, en gros, Ambre, pour elle, elle se dit si je l'envoie là-bas, il va devoir se dépasser pour revenir dans le jeu, et ça peut lui redonner confiance de gagner une épreuve, quoi que ce soit. Ce qui en soi est pas faux, effectivement, gagner une épreuve, ça peut redonner énormément confiance à Jean-Charles, mais une épreuve éliminatoire, Ambre, je suis pas sûr que ça le mette ultra en confiance à Jean-Charles qui finit quasiment tout le temps dernier, quoi. Voilà, je crois qu'elle a un peu oublié ce détail-là. Mais enfin bref, voilà, c'est sa justification. C'est comme ça. Jean-Charles, du coup, il apparaît plus intéressant que Loïc, parce que, voilà, comme je disais, Loïc, c'est un peu le gars gentil qui a accepté tout. Jean-Charles avait l'air d'être le même profil, le gars gentil qui a accepté tout, mais là, il a décidé d'arrêter de tout accepter. Enfin bref, devant Ambre, devant tout le monde, il va dire oui, bon, bah, j'accepte sa justification, de toute façon, voilà, il n'y a pas le choix, il faut se justifier, bon, voilà, on ne nous laisse pas tellement le choix de justifier tout et n'importe quoi. Mais par derrière, effectivement, il ne va pas du tout accepter. Et en fait, ce qu'il n'accepte pas, c'est son choix par rapport à Nicolas, dans le sens où, comme ils disent, moi, j'ai passé quasiment toute mon aventure avec Ambre, surtout chez les Rouges, et tout ça, où on est quand même très proche, on s'entend très bien, et tout ça. Et à côté de ça, Nicolas, elle a connu 3 jours chez les Verts, et enfin voilà, elle a connu 3 jours chez les Verts, elle a à peine revu là depuis la réunification. Enfin, je veux dire, techniquement, en termes d'affinité, elle en a beaucoup plus avec moi qu'avec Nicolas, donc il a du mal à comprendre
Enfin, je sais pas qu'il a du mal à comprendre, mais il a du mal à accepter qu'elle puisse le mettre lui sur la sellette alors qu'ils s'entendent mieux qu'elle ne s'entend avec Nicolas. Mais comme il y a la stratégie des ex-verts, bah, c'est la stratégie des ex-verts qui prime par-dessus tout. Et ça, il va très bien s'en rendre compte. Et on va revenir là-dessus un petit peu après. Et du coup, celui qui finit dernier entre Olga, Fouzi et Jean-Charles sera éliminé du jeu. Donc voilà, c'est un petit peu chaud pour les trois. Ensuite, oui, Jean-Charles va dire quelque chose d'assez intelligent, que Nicolas va plutôt faire comprendre que c'est plutôt vrai, parce qu'il va pas trop vouloir défendre plus que ça ce que dit Jean-Charles. Mais en gros, il va dire, enfin, Jean-Charles et Fouzi vont dire en fait, quoi qu'on fasse, en fait, on est dans la merde, parce que on est 3 à aller à l'épreuve d'éliminatoire. On est 3 à être sur la sellette. À part peut-être Géraldine, mais pensons que Géraldine est plutôt gardée avec eux. On va dire que c'est peut-être, je pense, celle qui veulent le moins éliminer parmi les gens qui restent. Et qui n'est pas une ex-vert. Mais ils se disent, on est tous en danger, quoi. Je veux dire, là, on y va. On va se taper, comment dire, il y a des preuves éliminatoires. Il y en a un d'entre nous qui a été éliminé. Mais pour ceux qui reviennent, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire éliminer au conseil. C'est clairement ce qui risque d'arriver, quoi. Donc ils se disent en fait, ils ont envoyé à l'épreuve éliminatoire ceux qu'ils veulent clairement éliminer au fur et à mesure du jeu. Voilà, c'est là où on sent encore plus que les ex-verts sont en force, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, on a l'épreuve éliminatoire. Je vous passe un peu le confort, c'était sympa, mais vous savez, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein, voilà. Ils ont bien mangé, ils ont vu les tortues la nuit, ils ont pu récupérer des œufs de tortues, et puis voilà, pour que des spécialistes s'en occupent. Ils ont pu marquer leur nom et tout sur un truc pour montrer voilà, qu'ils ont aidé et tout. Et puis après, le matin, ils ont mangé, ils ont bien dormi, enfin bref, voilà, quoi, il n'y a pas de choses beaucoup plus intéressantes que ça durant ce conseil, enfin pendant ce confort, parce que j'ai l'impression que cette année les gens parlent très peu de stratégie pendant les conforts, contrairement à d'autres années où certains n'hésitaient pas à continuer à parler de stratégie, notamment c'était il y avait une saison avec c'est la saison je crois que c'est l'île des héros, le mélange ancien et nouveau, où je crois qu'il y avait eu un confort et puis il y avait Régis, Claude, Jessica, et il devait peut-être y avoir quelqu'un d'autre, où justement là, ils avaient parlé de stratégie en plein confort en se disant voilà, comme les autres sont sur l'île, on peut causer tranquillement et tout. Puis bon, Régis avait trahi sa parole, tout ça, enfin bref, on connaît l'histoire. Du coup, ensuite on arrive à l'épreuve éliminatoire. Du coup, l'épreuve éliminatoire est une épreuve assez classique des épreuves éliminatoires, hein. Je pense qu'on l'a déjà vu pour ça. Du moins sur l'île des bannis l'année dernière, on l'avait vu au moins une fois pour ça. Mais en gros, c'est vous avez un petit socle et vous mettez une boule et un autre socle et une boule et clac clac clac. Non, je sais plus combien il fallait en faire cette fois, mais voilà, c'est une épreuve très dure. En plus, ils avancent, en fait, ils sont sur une planche en bois, mais qui part en piqué comme ça, donc très fin et tout, donc peu de place pour marcher. Enfin bref, c'est pas le truc hyper pratique. Du coup, ils vont tous essayer, ils vont être beaucoup de temps à le faire, ils vont beaucoup galérer, mais au final, Olga va finir l'épreuve la première, et j'étais très content parce que des trois, c'est la seule que je voulais pas voir partir. Parce que Olga, c'est vraiment une aventurière que j'aime beaucoup, et contrairement à Hugo, l'année dernière, j'aime beaucoup plus son parcours à elle que celui d'Hugo. Parce que les gens, au niveau d'Hugo, ils ont juste retenu, ouais, il a gagné toutes les épreuves de l'île des bannis. Mais est-ce que quelqu'un, à un moment donné, a vraiment réfléchi à pourquoi il s'est retrouvé à 2 reprises dans l'île des bannis?
Parce que là, j'ai l'impression que personne n'a vraiment cherché à comprendre. C'est juste, oh oui, il a gagné toutes les épreuves, il a survécu à toutes les épreuves éliminatoires, mais en même temps, s'il était sur l'île des bannis, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il avait un très mauvais social, très mauvais stratège. C'est pour ça qu'il était là-bas. Donc techniquement, s'il n'y avait pas d'île des bannis, Hugo, il aurait fait un bid comme sa première saison, quoi. Parce que franchement, faut se l'avouer, sa première saison, c'est pas la meilleure saison de Koh-Lanta, et de très loin, quoi. Donc, contrairement à Olga, qui, voilà, elle est là, elle survit, et elle fait tout ce qu'il peut pour rester en jeu, même si stratégie, c'est pas non plus extraordinaire, mais elle tente des choses, elle essaye de survivre. Voilà, et vraiment, je préfère de très loin, dans les saisons récentes, la survie de Olga, qui est parmi les têtes à abattre, mais qui est toujours là, plutôt que Hugo et son île des bannis, voilà. Mais c'est juste une petite réflexion comme ça, parce que c'est plus ou moins, on peut plus ou moins rapprocher ce côté tête à abattre, minorité dans un camp, et voilà, et qui est toujours présent à la quasiment fin du jeu. Du coup, on a Jean-Charles qui finit deuxième, qui va quand même battre Fouzi, donc il est très heureux, bon, en même temps un peu triste que Fouzi parte. Du coup, Fouzi quitte l'aventure, et du coup, Jean-Charles, alors j'avais oublié de dire ça, mais juste avant la preuve, il avait dit que de toute façon, il comprenait pas vraiment, enfin, qu'il y avait l'alliance des ex-verts, et qu'il comprenait quand même pas le fait qu'il soit là, mais il nous dit que quand il retournera sur le camp, il va choper les ex-verts, surtout Ambre, mais les ex-verts, et il va vouloir que les ex-verts assument leur alliance devant lui. Et on voit un moment Ambre dans le petit générique qui dit ouais, il m'a cassé, enfin il m'a saoulé, j'ai plus envie de parler avec machin et tout. Donc c'est possible, hein, parce que après c'est pas forcément, on sait souvent que les petits génériques comme ça sont assez traîtres, mais on peut très bien supposer que la conversation entre Jean-Charles et Ambre ne se passe pas super bien, même si l'embrouille peut très bien être avec quelqu'un d'autre également. Voilà, parce que on sait que Ambre elle a quand même un caractère comme Luana assez fort, et qui, comme Luana, se prenait assez souvent de tête avec Maxime, même si c'est vrai que pour raconter la belle histoire, on montrait beaucoup plus les embrouilles entre Maxime et Luana, parce que ça avait plus de sens de montrer les leurs que montrer d'autres choses, quoi. Et du coup, l'épisode se termine juste après que Denis fasse une annonce, c'est que Olga et Jean-Charles vont devoir aller sur une île déserte où un coffre les attend, et grâce à ce coffre, ils vont pouvoir prendre leur destin en main. Bref. Quand on voit le petit générique, je suis quasiment sûr et certain que les petits boîtiers qu'ils ont, on les voit avec un petit boîtier et tout, je suis quasiment sûr que c'est un indice pour trouver un collier d'immunité. Je vois pas autre chose. En plus, en moment, on voit Jean-Charles dans la forêt en train de fouiller et tout. Donc, je suis quasiment sûr que c'est un indice pour un collier d'immunité. On verra la semaine prochaine, mais moi, je pense que c'est ça. Voilà. En plus, on a l'épreuve putain, comment ça s'appelle l'épreuve d'équilibre. Voilà, avec toutes les différentes poutres, les cordes à passer, machin. Je pense qu'avec Ambre, mais Olga sur une épreuve comme ça peut faire très 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 mal, et j'ai hâte de la voir parce que c'est une épreuve que j'aime énormément regarder, donc voilà, on verra ce que donne l'épisode prochain. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire puisqu'il n'y a pas eu plus de choses à l'écran. Dites-moi du coup ce que vous avez pensé de l'épisode et tout. On se redit à très bientôt pour la suite de cet épisode. Et en espérant quand même qu'il ne soit pas trop mauvais, malgré que ce soit une moitié d'épisode. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Allez, ciao.